Alors on passe au dossier 2 qui concerne un patient de 55 ans qui est déménageur et qui vous consulte pour une tuméfaction inguinale droite. Donc, le diagnostic le plus probable devant cette tuméfaction, c'est une hernie inguinale droite non compliquée. Et les arguments sont l'argument de fréquence et la profession du patient, puisqu'il est déménageur, donc il porte des charges lourdes. Les diagnostics différentiels à évoquer sont la hernie crurale, mais qui ne survient généralement pas sur ce terrain, mais plutôt chez des femmes plutôt âgées. L'hydrocèle, mais qui là est purement liquidienne, donc qui peut se mettre en évidence par transillumination, et qui est scrotale et qui n'est pas inguinoscrotale. Il y a également la varicocèle et une adénopathie qu'il faut évoquer devant ce genre de tuméfaction. Question numéro 2. Les éléments qu'il va falloir rechercher dans votre examen clinique pour confirmer votre diagnostic seront le caractère impulsif à la toux, le caractère indolore et le caractère réductible. Donc tout ça, ce sont des critères pour dire que la hernie est non compliquée. Vous allez pouvoir palper l'orifice hernière en invaginant le scrotum et ça va vous permettre d'évaluer la taille de l'orifice. Vous allez pouvoir localiser la hernie en disant s'il s'agit d'une hernie directe, d'une hernie inguinale indirecte ou s'il s'agit d'une hernie crurale. Et il faut également réaliser un toucher rectal pour éliminer une hernie symptôme d'une autre pathologie. Les facteurs favorisants qu'il va falloir rechercher sont la toux, notamment dans le cadre d'une BPCO avec une toux chronique, une constipation, une dysurie, un surpoids ou une obésité, et également un amaigrissement rapide. Question 3. Quelles sont les deux options thérapeutiques possibles ? L'abstention thérapeutique est une option, mais qui n'est pas indiquée dans ce cas. Et l'autre option est un traitement chirurgical. Il n'y a aucun traitement médical ni par contention pour les hernies inguinales. Donc le traitement est chirurgical. Il peut se faire par voie ouverte ou par voie cystoscopique. Et il va s'agir d'une réfection pariétale, soit par une raphie simple, soit par une pose de prothèse pariétale. Quelles sont les indications de l'abstention chirurgicale chez un patient ayant une hernie inguinale ? Alors, l'indication de l'abstention thérapeutique, c'est la hernie asymptomatique chez un patient en mauvais état général. Sinon, il faut mettre en balance le risque lié à l'intervention et le risque d'étranglement de la hernie. Mais chez la plupart des sujets qui sont en bon état général, le risque d'étranglement est supérieur à celui de l'intervention. Question numéro 4. Votre externe vous montre qu'il a réalisé une observation de ce patient et il a noté des éléments qui vous avaient échappé, que sont des ténesmes, des épreintes et une dysurie. Le patient présente également des rectorragies et donc c'est tout ce que vous trouvez à l'examen clinique. Alors le diagnostic à évoquer devant le syndrome rectal et les rectorragies, c'est un adénocarcinome du rectum. Il faut y penser devant ce tableau et là, si vous ne trouviez pas ce diagnostic, c'était un 0 à la question. Pour confirmer le diagnostic, il faut réaliser une rectoscopie au tube rigide. Alors pourquoi au tube rigide ? C'est parce qu'il faut essayer de mesurer la distance de la tumeur par rapport au sphincter et à la marge anale, parce que ça change un peu la prise en charge ultérieure. Avant de réaliser cet examen, il faut faire un lavement évacuateur, il faut faire un bilan d'hémostase afin de pouvoir réaliser des biopsies au cours de la rectoscopie. Donc ces biopsies vont être analysées en anatomopathologie et ça va vous permettre de confirmer le diagnostic. Vous allez donc pouvoir évaluer la taille de la lésion, l'extension circonférentielle, la distance donc par rapport au sphincter comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que la tumeur soit sténosante et vous allez pouvoir la localiser. Question 5, donc il va falloir compléter le bilan préopératoire de ce patient. Donc pour l'adénocarcinome du rectum, les examens qui sont indispensables à réaliser sont une écho-endoscopie endorectale, un scanner thoraco-abdominopelvien injecté,
donc qui va permettre de chercher les métastases à distance, une IRM pelvienne qui va permettre d'évaluer la marge circonférentielle, et il faut également réaliser une coloscopie totale pour chercher d'autres localisations de cancers synchrones qui sont fréquemment associées, ou même de polypes. Si jamais vous avez une tumeur sténosante et que la coloscopie totale n'est pas réalisable avant l'intervention, il faudra la réaliser dans les 6 mois qui suivent l'opération. Il faut également réaliser des marqueurs tumoraux. Donc dans le cadre du cancer du rectum, ce sont l'ACE et le CA19-9 qu'il faut réaliser. Je ne vous ai pas précisé pour l'écho-endoscopie, mais les éléments que vous allez pouvoir tirer de cet examen, ce sont l'envahissement pariétal, c'est l'examen le plus précis, les plus précis que l'IRM pour évaluer le T, donc l'épaisseur d'envahissement pariétal du cancer. Et vous allez pouvoir également évaluer s'il y a des adénopathies pathologiques dans le mésorectum. Donc ça va pouvoir vous permettre de déterminer le stade TNM préopératoire. Et quel est l'intérêt en préopératoire de doser les marqueurs tumoraux ? Alors l'intérêt de réaliser ces dosages, c'est de connaître le profil biologique de la tumeur. Donc vous allez pouvoir savoir si initialement les marqueurs étaient élevés ou non, donc s'ils sont informatifs ou non, parce que s'ils ne l'étaient pas avant l'opération, on peut dire qu'ils ne sont pas informatifs. Et ça va pouvoir vous permettre de faire la surveillance de ce patient. Donc un patient qui avait des marqueurs élevés en préopératoire, et si les marqueurs sont négatifs, c'est un signe de bonne évolution. Si par contre les marqueurs augmentent, il va falloir rechercher une récidive locale ou une récidive à distance. Alors, donc, ce patient a eu cet examen donc, avant l'opération. Donc, il s'agit d'un scanner avec injection de produit de contraste. Vous voyez que la coupe passe par le plan des vésicules séminales, donc qui sont ici. Et donc ici, en avant, c'est la vessie. Donc là, vous avez le rectum. Donc on ne voit pas sur ces coupes la tumeur, mais par contre, on voit ici qu'il y a un ganglion dans le mésorectum. Donc ça en fait une tumeur N+. Alors, question 7. Donc vous avez les résultats de votre coloscopie. Vous trouvez une tumeur ulcérovégétante à 8 cm du sphincter. Votre bilan montre que la lésion est T2. Et donc on vous demande quelle est votre prise en charge. Donc il va falloir faire un traitement néoadjuvant après une confirmation anatomopathologique du diagnostic. Donc ça, si ça n'était pas précisé, c'est un 0 à la question, puisque vous allez réaliser un traitement néoadjuvant qui risque de stériliser la tumeur, et donc vous risquez de ne plus avoir de tumeur sur la pièce opératoire, et le diagnostic histologique est indispensable. Il faut que la décision soit prise en comité pluridisciplinaire, et vous allez réaliser une radiochimiothérapie préopératoire, dont les modalités peuvent varier. Donc, ça peut être 40 grès en 4 semaines, 2 grès par jour 5 jours sur 7 ou 5 grès par jour sur 5 jours. Ça, c'est pas très important. Et ce qu'il faut retenir, c'est simplement le principe de radiochimiothérapie préopératoire. Ensuite, vous allez réaliser un traitement chirurgical. Il faut que le patient soit informé des risques de cette chirurgie, notamment urinaire et sexuelle. Il faut qu'il ait une consultation anesthésique. Il faut avoir arrêté ses IEC. Il faut une préparation colique avant cette intervention. L'intervention peut se dérouler soit par laparoscopie, soit par laparotomie médiane. Il faut réaliser dans un premier temps une exploration de la cavité abdominale, donc à la recherche de métastases hépatiques, qui elles seront recherchées dans le bilan préopératoire. Il faut quand même les rechercher durant l'intervention. Et également, vous allez rechercher de la carcinose. Vous allez réaliser une résection antérieure du rectum ou proctectomie avec une marge de résection. Et il faut que cette résection soit associée à une exérèse totale du mésorectum. Ça, si ça n'est pas précisé, c'est un 0 à la question parce que c'est un critère fondamental de la qualité de la résection. Et il faut tenter autant que possible de préserver l'innervation génito-sphinctérienne. Vous allez réaliser une anastomose colorectale basse ou coloanale en fonction de la localisation précise. Après, les détails de réservoir et la protection par iléostomie ou colostomie, ça c'est pas tellement important. Il faut simplement retenir la résection antérieure du rectum avec l'exérèse totale du mésorectum. Et enfin, vous allez envoyer votre pièce pour examen anatomopathologique définitif.
Qu'est-ce que le mésorectum? Le mésorectum, c'est le tissu cellulo-graisseux qui entoure le rectum et qui contient les vaisseaux et les ganglions qui drainent le rectum. Donc c'est vers ce mésorectum que se fait en partie l'extension tumorale. Et donc il est indispensable d'enlever totalement le mésorectum pour réaliser un curage ganglionnaire optimal. Et il faut que le mésorectum soit intact, il ne faut pas faire de brèche pour limiter le risque de récidive. Il est situé principalement sur 3/4 de la surface du rectum, sur l'arrière et latéralement. Question suivante, donc vous opérez, qui est là, donc la question 8. Vous opérez le patient et au 6e jour, il présente une fièvre à 38,2 avec une tachycardie. Alors les diagnostics de complications à évoquer devant ce tableau fébrile, donc ce sont l'infection urinaire, donc il faut faire un ECBU, la pneumopathie, il faut ausculter le patient, il faut faire une radio de thorax, un abcès de paroi, ça le diagnostic est clinique. On peut avoir des infections de cathé ou des vénites, donc ça c'est pareil, c'est la clinique, et on peut faire aussi des prélèvements pour faire des hémocultures sur les cathés. Une autre possibilité, c'est une complication intra-abdominale, donc un sepsis intra-abdominal, qui peut être un abcès, une péritonite, une fistule. Donc ça, c'est le diagnostic en partie clinique avec l'examen de l'abdomen du patient et le scanner abdominal. Enfin, le dernier diagnostic à évoquer, c'est la complication thromboembolique, donc notamment l'embolie pulmonaire. Et donc pour confirmer ce diagnostic, il faudra faire, si on a une suspicion, il faudra faire un angioscanner thoracique. Donc ça, si vous l'avez oublié, c'est 0 à la question, parce que vous n'allez pas mettre en place le traitement approprié. Question 9, donc tous ces soucis de complications post-opératoires sont terminés. Vous récupérez le résultat d'anatomopatologique et vous trouvez que c'est un adénocarcinome moyennement différencié qui est sur la pièce T2N0M0. Donc, est-ce qu'il faut proposer à ce patient une chimiothérapie? Il ne faut pas lui proposer de chimiothérapie, la décision doit être prise en RCP. Et donc il ne faut pas lui proposer de chimiothérapie parce qu'il est N0. Voilà.